Je suis heureux de vous faire cette petite présentation sur les fouilles de Megara-Ibléa, dont je m'occupe depuis déjà pas mal de temps. Ma présentation sera évidemment très brève et aussi peu technique que possible, puisque nous avons peu de temps et que je sais que vous n'êtes pas tous archéologues. Alors d'abord, vous ne connaissez pas encore Megara-Ibléa, je pense. Cette carte vous montre l'emplacement de Mégara, tout près de Syracuse en fait, donc au sud de Catane, et en fait assez loin de l'Etna. Disons tout de suite que Megara-Ibléa n'est pas une ville de l'Etna du tout, même si dans les monts Cliémitiques qui sont à l'arrière, on a également quelques petits gisements basaltiques qui proviennent de couches volcaniques anciennes et qui n'ont pas de rapport avec l'Etna. Bref, on peut trouver à Mégara des blocs de lave qui ne viennent pas de l'Etna, mais qui viennent de la région. Mégara fait partie, avec Syracuse, avec Naxos, Catane, Léontinoi et d'autres, des plus anciennes colonies grecques de Sicile, c'est-à-dire, à l'exception de Cume et de Pittecus dans la région de Naples, en Campanie, les plus anciennes colonies grecques occidentales. D'après la tradition, Mégara-Ibléa aurait été, la tradition qui nous est rapportée par Thucydide, Mégara-Ibléa aurait été fondée en 728 avant Jésus-Christ, soit un peu après Syracuse, 733, et à peu près en même temps, un peu après Naxos, peut-être 750, et à peu près en même temps que Léontinoi et que Catane. C'est donc un groupe de villes qui font partie des plus anciennes colonies grecques que nous connaissions en Occident. À cette particularité s'ajoute une autre particularité, c'est pratiquement la seule sur laquelle il a été possible à ce jour de faire une exploration archéologique extensive. Vous savez que Zancle, par exemple, au nord, l'ancienne Messine est aujourd'hui recouverte par la ville de Messine. Catane, bien entendu, est recouverte par la ville moderne. Léontinoi est très peu explorée. Syracuse est recouverte par la ville moderne en grande partie également. Bref, Mégara est une exception dans la mesure où le terrain est relativement accessible, entouré totalement, je ne vous montrerai pas de photos, mais vous le verrez sur place, entouré d'usines pétrochimiques, cimenteries, etc. Mais le site même de Mégara a été entièrement préservé pour la recherche archéologique. Donc c'est un cas assez particulier. On dit quelquefois que le cas de Mégara-Ibléa est exemplaire, non pas parce que la ville a une histoire particulière, mais simplement parce qu'elle a eu la chance de ne pas être détruite ou recouverte par les établissements industriels. Deuxième image, c'est une carte également qui vous donne un peu plus précisément l'emplacement. Donc Catane est ici, l'Etna bien entendu, Naxos au nord, et Mégara en rouge ici se trouve dans le golfe qu'on appelle le golfe de Mégara d'ailleurs, entre la ville moderne d'Augusta et celle de Syracuse, à proximité de la ville de Léontinoi. Le territoire de Mégara était un territoire probablement assez limité, au nord par Léontinoi, au sud par Syracuse et par des montagnes. Toute la vallée de l'Anapo ici dépendait de Syracuse. Mégara est donc une ville avec un petit territoire et qui a laissé en réalité dans l'histoire une place extrêmement modeste. Elle a été abandonnée au début du 5e siècle, prise par les Syracusains, et elle a eu ensuite une vie relativement brève à l'époque hellénistique, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Alors maintenant, je vais passer en principe au... Voilà. Vous voyez toujours? Oui, très bien, c'est parfait. Très bien. Voici un plan de Mégara qui est déjà relativement ancien. Il date de 2004 à la publication du volume Mégara-Ibléa 5, mais qui vous donne bien la topographie générale de la ville. Mégara est un site plat, entièrement plat. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'acropole. Hein. Il y a simplement ici une petite dépression centrale qu'on appelle l'Arenella. Tout le reste est un plateau calcaire à peu près uniforme. Il y a quelques différences de côte, mais très très faibles. La ville est entourée par une fortification
qui enclos environ 60 hectares. C'est l'extension de la ville archaïque. Pour les colonies grecques d'Occident, 60 hectares, c'est beaucoup et c'est peu. C'est beaucoup si nous pensons que la ville de Marseille, par exemple, la seule ville grecque de Gaule, mesure 50 hectares, mais à l'époque hellénistique et romaine. C'est une petite superficie par rapport à d'autres sites occidentaux comme Syracuse, comme Sélinonte, ou en Italie du Sud, des sites comme Crotone, par exemple. Donc c'est une petite ville de Sicile, mais c'est quand même une ville relativement étendue. Le secteur qui est le mieux connu à Mégara est celui que vous allez visiter, en fait, le seul qui soit visitable, c'est celui de l'Agora archaïque, qui se trouve dans le quart nord-est de la ville, qui se trouve dans le quart nord-est de la ville, et où se trouve l'Agora archaïque. Et ensuite, c'est la ligne bleue ici, la ville hellénistique. Donc la ville hellénistique n'occupe que 9 hectares, c'est-à-dire très peu par rapport à la ville archaïque qui en mesurait 60. La ville archaïque, je vais vous en parler rapidement, mais vous n'en verrez rien à peu près parce que tout ce qui elle a été peu fouillée d'abord, toute la partie à l'ouest, en dehors du secteur de l'Agora, a été peu fouillée et surtout, le peu qui a été fouillé a été en général rebouché ou n'est pas accessible. Donc ce que vous visiterez, c'est le quartier de l'Agora archaïque, c'est-à-dire le quartier de la ville hellénistique. Je vous signale ici quand même aussi qu'il y avait là un village préhistorique, un village néolithique de la phase de Stentinello, mais qui a été fouillé par le grand archéologue Paolo Orsi, mais dont rien n'est visible aujourd'hui. Alors là, cette photo aérienne vous montre les prospections géophysiques récentes qui ont été faites à Mégara et qui nous permettent, même si la zone a été relativement peu fouillée, de donner le plan de toute la partie, cette partie occidentale. Là, je vous montre essentiellement la partie occidentale à l'ouest de la voie ferrée. Ceci est un axe moderne que vous traverserez, qui est la voie ferrée actuelle, Syracuse-Catane. Et donc, les prospections nous ont permis de mettre en évidence un système dans la partie occidentale du site, un système de rues nord-sud, qu'on appelle le réseau E. Ce sont les traits jaunes que vous voyez là. Et vous voyez dans les zones qui ont été prospectées ici, des traits très visibles, nord-sud. Il s'agit de rues qui sont équidistantes, qui sont parallèles et équidistantes. L'anthrax des rues, si vous voulez, d'environ 26 mètres. Et il y a quelques rues est-ouest, mais assez peu, la rue A qui est ici, qu'on voit très très bien là sur les prospections, également ici. La rue B, qui a été en partie fouillée, mais qui était surtout visible par la prospection ici. Et la rue G, qui n'a pas été fouillée, mais qui est très nette ici sur la prospection. Je ne dirai rien de la partie sud-est, qui n'est connue que par les prospections et dont les résultats ne sont pas très clairs, donc je n'en parle pas. Les réseaux C et D au nord-est sont ceux qui occupent effectivement le secteur de l'Agora archaïque. Donc, je vous une autre photo sans surcharge, dans laquelle vous voyez peut-être plus nettement ces traces, toutes ces traces d'habitat. Il y a également des rues nord-sud ici. Toutes s'intègrent dans ce réseau E. Certaines ont fait l'objet de sondages, notamment récemment dans ce secteur ici. Et donc tout ça a pu être vérifié et daté par la fouille archéologique. L'inconvénient en effet des prospections géophysiques, c'est qu'elles donnent une image, mais qu'elles ne donnent pas de date. Des sondages nous permettent de dire que ce secteur de la ville était occupé certainement au moins dans le premier quart du 7e siècle, sinon à la fin du 8e siècle. Je profite aussi, je ne vous en parlerai pas, mais vous voyez ici le tracé de la fortification archaïque qui a été fouillée dans 2 ou 3 secteurs et qui constitue la limite donc de la ville, probablement à la même époque, début du 7e siècle. Nous passons directement sur le secteur de l'Agora, celui que vous allez visiter. À gauche, un plan de l'Agora archaïque. Alors, j'insiste bien, il s'agit de l'Agora archaïque, telle que vous la voyez sur ces images,
telle que vous ne la verrez pas en visitant Mégara. Je vous expliquerai pourquoi. Donc vous voyez ici également des systèmes de rues parallèles et équidistantes. Les modules ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la partie ouest, et il est probable que nous sommes ici plutôt dans le dernier quart du 8e siècle, probablement un peu avant l'extension occidentale. Ce qui caractérise Mégara, c'est l'agora, avec sa forme trapézoïdale. Aujourd'hui, nous connaissons en Sicile une agora également trapézoïdale, beaucoup plus importante, celle de Sélinonte. La Chine fait un peu ce qu'elle veut. L'agora, qui est essentiellement une place qui était limitée au nord par un portique, sans doute l'un des plus anciens portiques civils que nous connaissions dans l'architecture grecque, au sud par 2 temples, à l'est peut-être un autre portique ou d'autres bâtiments mal connus. À l'angle nord-ouest de l'agora se trouve un bâtiment étrange sur lequel je reviendrai dans un instant. Dans la partie droite de l'image, j'ai représenté, mais je n'y insiste pas, le mode de construction des lots. Car l'habitat de Mégara Iblea n'est pas seulement caractéristique par ses rues parallèles et équidistantes, mais également par le mode de division à l'intérieur de ces îlots extrêmement régulier. Et sur ce schéma, on a proposé une hypothèse, disons, de construction des lots à partir des grandes rues est-ouest, la rue A au nord et la rue B au sud. C'est une simple hypothèse de construction. Je vous la mentionne comme cela. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose de regarder les publications, notamment Mégara Iblea 5, dans lesquelles on avait exposé cela en détail. Une image de la Stoa Nord, telle qu'on l'a restituée dans Mégara Iblea 5. Cette image est intéressante par rapport à ce que vous allez voir, hein, parce qu'elle vous montre donc un portique avec 2 phases, probablement une première phase avec des colonnes de bois et des bases en pierre, probablement, une deuxième phase avec une base en grand appareil, en pierre en grand appareil, peut-être aussi des colonnes de bois. Mais de cela, vous ne verrez à peu près rien sur le terrain. Vous ne verrez que la fondation, les fondations périmétrales à l'arrière et devant ici. Et puis il y a des espaces rectangulaires, mais de l'élévation, bien sûr, il ne reste rien. Tout à fait caractéristique de l'archéologie mégarienne archaïque. Je vous présente maintenant un bâtiment qu'on appelle traditionnellement l'Héroon. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Il est à l'angle nord-ouest de l'agora, à l'angle de la rue A, qui est ici au nord, et d'une rue qu'on appelle C1, qui borde ici l'agora. Ce bâtiment est extrêmement important pour l'époque archaïque. C'est sans doute un sanctuaire, un lieu de culte, et qui peut-être, c'est une hypothèse aussi, qui peut-être évoque le lot primitif de la ville. Ce rectangle est en fait un lot, et on pense qu'il s'agit de la sacralisation en fait du phénomène de lotissement qui semble se produire vers la fin du 8e siècle. Si je vous présente cette image, c'est aussi à cause des murs qui sont en blanc. Alors évidemment, l'Héroon est en gris là, sur cette image, avec des petites cuves qu'on appelle des botros, qui servaient probablement, il y en avait 3, qui servaient probablement à des sacrifices. Mais également ici à ce qui pouvait être l'entrée, dans ce bloc gris également, des petits trous qui sont en fait des cupules hémisphériques qui devaient avoir également une fonction rituelle. Cette image a aussi l'intérêt de vous montrer de façon un peu cohérente ce que vous ne verrez pas de façon cohérente à la visite, c'est-à-dire que les blocs qui sont en gris, vous les verrez, mais il faudra vous pencher. Il faudra les trouver au fond des trous. Hein. L'image n'est pas clairement visible. À vrai dire, les contours de l'Héroon vous seront marqués par des pieux de couleur rouge qui marqueront les 4 angles du bâtiment. Ici, là, là et là. Mais autrement, vous ne le verrez pas parce que tous ces murs sont de la phase hellénistique et de la phase romaine qui suit.
Et lorsque vous allez arriver à Mégara, vous allez arriver ici par l'est, côté mer, par ce chemin-là. Vous allez descendre cette rue qui est la rue A, archaïque, que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez arriver, en fait, dans ce qu'on appelle la ville hellénistique. Et la plupart des vestiges archaïques, il faudra les chercher. Vous les trouverez facilement parce que le site a été tapissé de panneaux indicatifs qui ont été refaits très récemment et qui sont en principe à jour. Donc vous arriverez à les trouver, mais ce que vous verrez en circulant, c'est la ville hellénistique. Alors je vous montre des éléments de la ville hellénistique. Au premier abord, ici, la fortification, donc datable vers le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ici, une autre phase de la fortification plus ancienne, peut-être du IVe siècle, avec de 2 tours rondes. Là, c'est une porte. Et puis, vous avez à l'intérieur donc des grands bâtiments. Ici, par exemple, un grand bâtiment rectangulaire que l'on ne voit pas sur le site parce qu'il a été entièrement fouillé et il a été fouillé jusqu'au niveau archaïque. Par exemple, ces 2 sols rouges là, c'est du gravier et ce sont les sols de maisons archaïques de la fin du 8e siècle. Mais elles sont à peu près 2 mètres au-dessous du niveau de marche hellénistique. Par contre, ces sols ici, ce sont des mosaïques, en fait de l'opus sigillium, qui datent de l'époque hellénistique ou romaine et qui sont donc 2 mètres plus hauts. Un autre bâtiment que vous allez voir, qui est l'un des plus spectaculaires, c'est ce bâtiment-ci, qui sont les bains de Megara Iblea. Là aussi, sol d'opus sigillium dans plusieurs pièces. À Mégara, les sols d'opus sigillium se trouvent seulement dans les bâtiments publics et pas du tout dans les maisons. Ici se trouve une toiture. Alors cette toiture, elle a été construite dans les années 60 pour protéger des blocs d'architecture qui proviennent du temple hellénistique de Megara Iblea. Il ne reste rien du bâtiment lui-même, du temple lui-même, simplement des blocs de l'élévation qui ont été en partie laissés sur place et conservés sous cette toiture. Ça, vous le verrez, bien entendu, sans difficulté. L'agora, alors, quand je termine sur l'art archaïque, ici vous avez un rectangle, en partie reconstruit, moderne bien sûr, un rectangle qui est en contrebas par rapport au sol hellénistique. On a essayé de maintenir ici un niveau archaïque et ici un niveau hellénistique, il y a environ 60 cm de différence. Et ça, c'est le portique nord de l'agora archaïque. L'agora archaïque s'étend donc vers le sud, c'est-à-dire par ici, par là. Voici les Rohan. Et les murs que vous voyez là, tous les murs que vous voyez pratiquement sont des murs hellénistiques. Les murs archaïques ne se voient pas. En tout cas, pas à cette échelle et pas aussi loin et pas d'aussi loin. Autre bâtiment important de la ville hellénistique, c'est ici une maison qui a été fouillée dans les années 60 avec une grande cour intérieure. C'est la plus belle, la plus riche maison de Megara Iblea, mais ça n'a rien à voir avec des maisons, par exemple, de Morgantina, de Sélénope, etc. Mégara était une petite ville. J'ai appelé ça une ville royale à la campagne, c'est-à-dire une petite ville de paysans au IIIe siècle qui s'est dotée malgré tout de monuments importants, les bains, la fortification, le temple, mais parce qu'elle faisait partie du royaume d'Hiéron II, roi de Syracuse, et qui, dans les villes, petites villes qui étaient sous sa suggestion, faisait construire des bâtiments qui étaient avant tout des marques de sa puissance. Je termine, je crois, par 2 petites images qui vous montrent ce qu'était l'agora hellénistique. Alors, beaucoup plus petite que l'agora archaïque. En fait. Le portique archaïque devait se trouver là, peut-être, se trouve ici. L'agora était donc tout à fait vers le sud. Et ici, vous avez un autre portique qui est hellénistique. Je crois que je vais intervertir les 2 images. Oui, voilà. Je commence en fait par vous montrer cette image qui est un petit peu plus ancienne. Vous avez ici le temple hellénistique
datable vers 250 à peu près, un grand bâtiment rectangulaire qui est certainement un bâtiment public de l'époque de Hiéron, et ici la base d'un hôtel dans lequel on a envisagé de voir l'hôtel de Zeus Agoraios, c'est-à-dire le Zeus qui protégeait l'agora hellénistique. Et vous voyez que ces flèches rouges indiquent des symétries. Symétrie avec les tours de l'enceinte, symétrie par rapport à l'hôtel de Zeus Agoraios, et symétrie sans doute par rapport à l'escalier d'accès ici au premier étage. Il y a dans cette première phase de l'agora hellénistique une conception bien très hellénistique de l'architecture, même si elle est modeste par rapport à la grande architecture hellénistique que vous connaissez en particulier en Asie mineure. Et là, c'est une deuxième image prise un petit peu plus tard, dans laquelle on a construit ici un deuxième hôtel. On a construit ici 3 petites bases. Et ces 3 petites bases sont exactement dans le prolongement des murs de l'Héroon archaïque. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ça semble signifier, tout ce qui est évidemment cultuel et par définition hypothétique, nous n'avons pas de texte, nous n'avons pas d'inscription, donc ce sont des hypothèses, mais cela semble signifier que si le bâtiment qu'on appelait Héroon à l'époque archaïque a disparu à l'époque hellénistique, son souvenir sans doute ne s'était pas évanoui et qu'on avait conservé en fait le souvenir de ce bâtiment en façade sur l'agora face à ces 2 bases. Nouvel élément, c'est le portique hellénistique qui sépare l'agora du sanctuaire. Alors je crois que c'est tout ce que j'ai. Je crois que je n'ai pas prévu d'autres images. Et donc je vais m'arrêter là, hein, et je vais plutôt répondre à vos questions. Parce que je pense que vous en avez. J'espère. Merci beaucoup. Le but de la présentation, c'est surtout que vous ne soyez pas trop surpris en arrivant sur le site, trop surpris par les cheminées d'usine et aussi par l'aspect un peu, comment on dirait, rasibus de l'archéologie mégarienne. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de temple en élévation, il y a très peu de murs en élévation. Et surtout, dans le secteur de l'agora, la ville archaïque est recouverte par la ville hellénistique. Donc il faut vraiment s'accrocher, il faut bien connaître le site. Et puis, il faut suivre les panneaux maintenant qui facilitent les choses pour retrouver des traces de la ville archaïque. Voilà, je peux vous parler de géologie, je peux vous parler de tas de choses. Avez-vous des questions? Oui, Maud. Oui, ou si vous voulez. Oui, sinon je. J'ai zéro connaissance en archéologie et du coup, je me demandais comment vous faisiez, parce que j'ai cru comprendre que vous faisiez des choix entre quoi mettre à la surface un peu sur le site, entre archaïque ou hellénistique, et comment est-ce que vous faites ces choix? Je ne sais pas si vous avez entendu la question. Donc, il s'agit d'une question sur la fouille. Comment vous choisissez ce qui reste pour le visiteur entre le niveau archaïque et le niveau hellénistique? Alors, ces choix, ils ont été pas faits évidemment pas par nous, mais par nos prédécesseurs, et notamment par Georges Vallée, qui s'est énormément impliqué non seulement dans la fouille, mais aussi dans la présentation. C'est très difficile. Et à mon avis, ça n'a pas été suffisamment fait. C'est-à-dire que le problème d'un site comme celui-là, c'est qu'il demande des restaurations permanentes. Bon, il faut que tout ce qui est maintenu soit restauré, mais il faut aussi, tous les 10 ans, restaurer des restaurations. Il faut désherber. Vous aurez la chance, là, normalement, le site a été désherbé. Quelquefois, il y a 1,50 m d'herbe et on ne voit strictement rien. Ce n'est pas le seul site archéologique de Sicile qui va dans ce cas, hein, je vous rassure tout de suite. Même à Syracuse, on a ces problèmes. Mais donc c'est une question en effet extrêmement difficile et à mon avis, il faudrait maintenant faire un plan de sauvegarde du site qui consisterait à remblayer encore une très grande partie du site au niveau hellénistique. Tout simplement parce que plus
plus les niveaux profonds sont conservés, plus on déchausse les murs hellénistiques. Car les murs hellénistiques sont souvent fondés assez haut, et donc il y a de la terre dessous. Avec l'herbe, avec la pluie, tout cela s'effondre. Et il y a des parties du site qui, heureusement, ne sont pas visitables, qui sont déjà en grande partie détruites. C'est-à-dire que les murs hellénistiques sont tombés au fond des trous. Et donc recouvrent de toute façon les niveaux archaïques. C'est un problème extrêmement complexe, extrêmement délicat. L'idée, en gros, c'était de montrer, par exemple, je vous dis qu'il y avait deux agoras, l'agora archaïque et l'agora hellénistique. Et l'idée de Vallée avait été, et je crois qu'elle était assez bonne, d'essayer de montrer les deux niveaux. C'est pas facile de montrer les deux niveaux, puisque l'agora hellénistique était par-dessus l'agora archaïque. Montrer les deux niveaux, ça veut dire qu'on enlève une partie de l'agora hellénistique, du sol hellénistique, pour aller jusqu'au niveau archaïque. Et ensuite, il faut expliquer aux gens qu'ils comprennent que la différence de 60 cm à peu près, enfin, selon les endroits, entre les deux niveaux, c'est pas une marche qu'il fallait descendre, c'est simplement une façon de montrer l'épaisseur stratigraphique. Quelque chose. Je pense que les gens le comprennent en général. Et là, c'est assez clair. Dans d'autres endroits, les choix sont un petit peu arbitraires. Et peut-être n'ont pas toujours été très bons. Surtout, ils ont été insuffisants. Il faudrait aujourd'hui tout reprendre presque à zéro avec des remblaiements systématiques, de façon à ce qu'au moins le visiteur lise bien la ville hellénistique. Parce que l'un des paradoxes qu'on avait quand on a travaillé sur la ville archaïque, la ville hellénistique, qu'on a publié il y a 3 ans maintenant, c'était qu'on se retrouvait avec ce système de fouilles avec des seuils de porte qui étaient suspendus à 1,50 m au-dessus du rocher. C'est-à-dire que le visiteur normal, le visiteur qui n'est pas un spécialiste, ne pouvait même pas comprendre que ce bloc était un seuil de porte. Même si on voyait sur le bloc des signes de crapaudine pour l'ancrage des portes, etc. Mais c'était presque incompréhensible pour les gens, puisqu'il y avait un bloc qui était entre deux trous. Ils arrivaient à comprendre que ce bloc entre deux trous, c'était en fait un seuil de porte entre deux sols, mais à 1,50 m plus haut. C'était extrêmement difficile. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est une question difficile, effectivement, à laquelle je réponds de façon évasive, parce que je crois que le travail est à refaire aujourd'hui. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, Titouan. Je voulais savoir s'il y avait des pistes d'explication pour l'abandon du site et notamment des raisons environnementales, je ne sais pas, qui auraient pu expliquer que le site soit abandonné et jamais repris. Quelles sont les raisons des abandons de sites? Donc, non, mais comme je savais que je n'avais qu'un quart d'heure, j'ai essayé de trouver quelques arguments, mais je savais qu'on pourrait discuter après. Alors, la ville a été abandonnée au début du VIe siècle à cause de l'expansion de Syracuse. C'est Gélon, tyran de Syracuse, qui a conquis d'ailleurs à peu près toutes les villes des alentours, y compris Léontinoi, par exemple, mais aussi Catane, je crois, et d'autres villes plus au nord et à l'ouest, pour constituer une espèce de royaume de Syracuse. Alors, pas aussi étendu que celui de Hieron, mais tout de même. Il a, nous disent les textes, alors là nous avons un texte, on n'a pas beaucoup de textes, on en a un. Il a apparemment déporté les riches à Syracuse pour augmenter la population de Syracuse et vendu les pauvres en esclavage. Alors comme souvent, les textes littéraires exagèrent probablement un petit peu. Il n'a probablement pas vendu tout le monde en esclavage. Et à la mort des tyrans, c'est-à-dire en fait 10-20 ans après, beaucoup de gens sont revenus s'installer à Mégane. Enfin, quelques personnes sont venues s'installer à Mégane. Il y a non pas une nouvelle ville, mais il y a des gens qui sont venus s'installer dans une ancienne ville, qui ont récupéré leur maison, éventuellement celle du voisin, qui était inoccupée, etc. Et petit à petit, cette ville s'est un peu structurée et elle aboutit à la ville hellénistique que je vous ai montrée dans l'angle nord-est
de la ville archaïque, c'est-à-dire autour de l'agora. Et ce n'est probablement pas un hasard, c'est-à-dire que ces nouveaux mégariens, c'était probablement les anciens, quelques-uns des anciens, ou des descendants des anciens qui sont revenus s'installer sur la terre de leurs ancêtres, et notamment autour des lieux de culte, de leur propriété bien sûr, mais aussi des lieux de culte. Cette ville atteint une certaine prospérité, pas très étendue, non. Souilleron, c'est le maximum, c'est l'acmé en fait de la prospérité de la ville hellénistique jusqu'à la fin du IIIe siècle. À la fin du IIIe siècle, vous savez qu'il se passe quelque chose. IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est la deuxième guerre punique et c'est la conséquence, la prise de Syracuse par les Romains. Et Mégara fait partie des sites qui ont probablement beaucoup souffert de cette guerre. Et la ville est pratiquement à ce moment-là abandonnée. Abandonnée au sens politique du terme. La fortification n'est plus entretenue. Les temples, probablement, là, subissent des dégâts considérables. Mais il y a toujours des gens qui y habitent. Et qui y habitent probablement jusqu'à l'époque paléochrétienne, puisqu'on a encore des habitats et des tombes d'époque paléochrétienne. Donc, la ville est abandonnée, si on veut, mais elle a en fait une occupation humaine à peu près continue. Alors, continue jusqu'à un certain point. À l'époque byzantine, on est certain qu'il y a une occupation. Après, c'est moins sûr. En fait, la ville est petit à petit vraiment abandonnée. Il reste une chapelle à l'emplacement du phare Cantera, qui est à l'angle nord-est du site, là où vous entrerez sur l'agora, en fait. On sait qu'il y a eu une chapelle médiévale et un petit cimetière médiéval. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien. Et ça, c'est relativement banal. Vous savez ce qu'on appelle l'arrocamento. Hein. Dans toutes ces régions côtières, c'est pareil aussi en Calabre, on construit les villages sur les collines, soit pour se protéger par exemple des sarrasins, des guerres d'une façon générale, des pillages. Pour se protéger aussi, il ne faut pas l'oublier, de la malaria. Car ces zones côtières, n'étant plus cultivées, sont en fait extrêmement malsaines. Et donc, il y a une saison de la malaria où, par exemple, quand on reprend des fouilles archéologiques, eh bien, il y avait, à la fin du XIXe siècle, on devait s'arrêter pendant plusieurs mois à cause de la malaria. Donc voilà, c'est donc une zone vide. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas également de nouvel établissement dessus? Parce que Frédéric II, par exemple, le roi de Prusse, qui, vous savez, a une très grande activité dans le sud de l'Italie, a construit une ville nouvelle. Mais il ne l'a pas construite à Mégara, il l'a construite en face, à Augusta. Et la ville d'Augusta est une ville médiévale, construite d'ailleurs en partie avec les blocs des remparts de Mégara. Il suffisait de les mettre dans un bateau et de traverser un petit bras de mer, pas très large. Et donc, c'est peut-être Augusta, d'une certaine manière, qui a sauvé Mégara. Elle a perdu ses pierres, mais on n'a rien construit par-dessus. Par opposition, par exemple, le même Frédéric a construit à Gela une ville qui s'appelait Cittànova, je crois, mais il l'a construite sur la ville antique de Gela. Donc la ville de Gela est moins bien connue que Mégara parce que la ville antique est sous la ville moderne. Merci beaucoup. C'était bien la question? Tout à fait, tout à fait. Une partie de la question était aussi liée au risque naturel et si vous avez des traces de catastrophes naturelles. Hein. Si vous avez des traces dans les fouilles de catastrophes naturelles, tremblements de terre. Des tremblements de terre, il y en a eu certainement, mais je ne peux pas dire qu'on en ait trouvé de traces dans les fouilles. Après, je reviens à la question, l'autre partie de la question. Il y a quand même c'est une terre extrêmement assez riche sur le plan agricole, hein, pas très très riche, mais tout de même. Et il y a eu beaucoup de cultures. Donc c'est une zone qui n'a pas été construite, qui n'a pas été reconstruite, mais qui n'a pas été totalement abandonnée. Et en particulier, une chose intéressante, c'est qu'au XVIIe siècle, à partir du XVIIe, même peu avant peut-être, XVIIe, XVIIIe, on a une culture importante de la canne à sucre. Ce qui paraît surprenant, surtout quand on voit le terrain aujourd'hui.
Mais la canne à sucre a été, dans toute la Sicile en général, mais dans cette partie en particulier, une ressource extrêmement importante au XVIIe et XVIIIe siècle. Nous avons encore une question. Pierre Briol, donc c'est l'organisateur de ce stage qui connaît la Sicile depuis 30 ans, donc professeur de géosciences et spécialiste de l'ETNA. Je ne sais pas si on va t'entendre, Pierre. Mais... Oui, je vais parler. Oui. Je voudrais savoir si le port a été fouillé et étudié. Qu'est-ce qu'il y en a de la fouille du port? Le port. Alors Oui. non, je n'ai pas préparé d'image, je crois, sur le port. Attendez, peut-être. J'ai des images qui peuvent. Non, on voit pas. Il y a un article récent qui est paru un peu sur ces questions. Mais non, le port de Mégara n'est pas connu. Alors simplement, on sait qu'il y avait un port et on pense que ce port se trouvait au nord de la ville, pratiquement à l'embouchure du fleuve Cantera. La limite nord de la ville, c'est le fleuve Cantera. On a, à l'époque ancienne déjà, Paolo Orsi avait fouillé une construction qu'il appelait la banchina et qui a été considérée pendant très très longtemps comme une digue liée au port. En réalité, je pense, je suis même certain, que cette banchina n'est pas du tout liée au port en tant que tel, mais que c'est la base d'un grand mur de soutènement qui soutenait la terrasse qui se trouvait au-dessus, mais que le port était quand même dans ce secteur-là. Et on a aujourd'hui, grâce à quelques prospections qui ont été faites sous-marines, mais surtout grâce aux photographies aériennes, on a des éléments de digue d'orientation nord-sud, donc qui protègent le port des vents d'est. C'est ce qu'il y a de plus terrible à Mégara, ce sont les tempêtes d'est. Aujourd'hui, moins, parce que grâce au port d'Augusta, Raffinerie, etc., on a construit une immense digue. Ce qui fait que toute l'eau qui est en face de Mégara et Béa, aujourd'hui, c'est en fait comme une espèce de grand port, mais immense, pour des pétroliers. Et donc, on peut, disons qu'il est vraisemblable que les tempêtes, qui sont encore assez sensibles aujourd'hui, ne sont rien à côté de ce qui se passait dans l'Antiquité. Donc, le port devrait être protégé par les digues nord-sud de ces tempêtes. Cela dit, disons que c'est un programme de recherche qui est un peu dans les tiroirs. Hein. C'est-à-dire qu'on pense qu'un jour il faudrait reprendre, pas moi bien sûr, mais qu'il faudra reprendre un programme de recherche sur le port qui se trouve vraisemblablement au nord de Mégara. C'est un petit port par rapport à Syracuse, par rapport à d'autres sites. Le port de Mégara n'était pas un grand port, mais suffisant pour abriter quelques navires, au point que les Athéniens, lors de la guerre du Péloponnèse, à la fin du 5e siècle, avaient envisagé de transformer Mégara en base navale. Malgré tout, ça veut dire qu'on pouvait quand même y mettre des bateaux à l'abri. Mais ils ne l'ont pas fait, peut-être parce que l'abri n'était pas si sûr que ça. D'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre. Merci. Il y a également, quand même, puisque vous êtes géologue, une question intéressante, c'est la question de la dépression centrale, qu'on appelle l'Arenella. Dans cette dépression centrale, il y a une espèce de plage, et la première idée, c'est que c'était un port, puisqu'on a une zone relativement accessible au centre de la ville. Malheureusement, comme je viens de vous l'expliquer, elle est ouverte à l'est. Et donc, ça paraît une drôle d'idée d'installer des bateaux dans un secteur qui est tout à fait fragile. Et un géologue syracusain, qui s'appelle Paolo Tiralongo, vous connaissez peut-être, a fait il y a quelques années des carottages, d'où il ressortait que, en fait, cette plage n'est pas du tout une plage alluviale, mais que c'était quelque chose de très ancien et que jamais il n'y a eu là dense suffisante pour créer un pont. Ça a été publié par Tiralongo dans un article de la revue Méditerranée,
dirigé par Christophe Morange, il y a une dizaine d'années à peu près. Voilà. Donc, il y a quelques éléments intéressants de réflexion à ce sujet. Je dirais même que cette question est d'autant plus intéressante qu'elle a été utilisée par certains de nos collègues géomorphologues de Catane et de Syracuse pour calculer la remontée du niveau de l'eau, de la mer. C'est une question qui intéresse beaucoup les géomorphologues. Et partant de l'idée que la banquine à Dorcy devait être évidemment, on devait pouvoir marcher dessus, il fallait qu'elle soit au moins 50 cm au-dessous du niveau de l'eau, et que donc le niveau actuel de la banquine nous donnait la profondeur du niveau de l'eau à l'époque archaïque. Mais comme je vous ai expliqué que la banquine, elle n'est sûrement pas une banquine, mais simplement la fondation d'un grand mur de terrassement, cet argument, à mon avis, ne tient pas. Merci beaucoup. Et s'il y a d'autres questions? Oui, Alexandre. Vous avez dit que Augusta avait été construite ou reconstruite au détriment de Megara. Augusta, il était déjà c'était juste un petit port. Non, c'est Frédéric II. Donc, est-ce qu'Augusta existe? La question, c'est la date de fondation d'Augusta et s'il y avait quelque chose là avant de Augusta. Là aussi, c'est une question qui a été extrêmement débattue, mais je crois qu'aujourd'hui, la réponse est non, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'habitat proto-historique, même pré-grec, sur le site d'Augusta. C'est un site qui était vide. C'est un site d'ailleurs qui est peu habitable parce que, enfin, a priori, devrait être peu habitable. Il y a des sites peu habitables qui sont très habités, la preuve, au pied des volcans, mais aussi ailleurs. C'est qu'il n'y a pas de source à Augusta. Il n'y a pas d'eau. On peut creuser quelques puits très très profonds, mais il n'y a pas de ressources hydriques. Alors qu'à Mégara, ça je ne vous l'ai pas dit, il y a un plateau calcaire. Donc ce plateau calcaire qui fait entre 4 et 5-6 mètres d'épaisseur est posé sur des couches de marne. Et entre le plateau calcaire et la marne, il y a une nappe phréatique très importante. Donc il y a à Mégara des puits, et non seulement il y a à Mégara des puits, mais il y a un puits par maison. Chaque maison avait un petit lot, donc d'environ 120 mètres carrés, 120, 130 mètres carrés, et dans la cour de cette maison, il y avait un puits. Et il y a aussi des sources, bien entendu, sur les bords du plateau, là où se trouve la nappe phréatique, il y a des sources. Donc c'est un site riche en eau, Mégara. C'est d'ailleurs la raison, l'une des raisons pour lesquelles, c'est pas la seule, la zone industrielle, dans les années 50, a d'abord eu le projet de s'installer à Mégara. C'est que c'est un site plat, sur le bord de mer, facile d'accès pour les pétroliers, etc., mais aussi très riche en eau, avec des nappes phréatiques importantes, qui n'existent plus. Parce que, bien entendu, l'un des effets de la zone industrielle, c'est non seulement de polluer l'air, mais également de pomper toute l'eau. Donc il n'y a plus d'eau à Mégara. Très peu. Il faut aller très très profond. C'est le téléphone qui sonne chez moi. Attendez, une seconde, je décroche. Allô? Oui, je te rappelle dans un petit moment là. Je suis occupé. Excusez-moi. Non, merci beaucoup. C'était très clair et très utile pour nous. Nous vous remercions vraiment pour toutes ces observations. Nous vous remercions aussi pour nous avoir envoyé les volumes. Alors, tous les étudiants vont les recevoir parce qu'on a un Dropbox dans lequel j'ai déposé quelques articles, mais je n'avais pas les volumes. Donc, Mégara 5 et 7, comme vous nous avez envoyé. Donc, tout le monde aura accès à la bibliographie. Vraiment, merci. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi et je vous souhaite une bonne visite de Mégara Ibléa. Et je suis très jaloux parce que moi, je n'ai jamais vu d'éruption de l'Etna sur place. J'en ai vu de loin, y compris à Mégara. Oui, parce que Mégara est loin de l'Etna, mais malgré tout, je me rappelle avoir, par exemple, lorsque je faisais des relevés à Mégara,
dû nettoyer ma feuille régulièrement parce que les cendres se déposaient sur la feuille. Les cendres de l'Etna vont très loin, comme vous le savez. Bonne fin de séjour. Merci.